Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine aux côtés de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Au sommaire aujourd'hui, tout d'abord notre image de la semaine traditionnelle. Elon Musk, PDG de Tesla, devient premier actionnaire de Twitter avec 9% du capital. C'est une bataille rude qui s'annonce entre les censeurs de Twitter et ce défenseur de la liberté d'expression. Nous passerons ensuite à notre premier sujet de la semaine. C'est l'histoire d'un homme, Jeremy Cohen, qui meurt en février suite à une agression et les médias aident à cacher le cadavre. Retour sur une omerta médiatique embarrassante à la veille des présidentielles. Nous aurons notre revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine. Un petit peu de Biden, un petit peu de Macron, beaucoup de Renaud Camus. C'est une semaine forte en propagande qui vous attend dans cette section. Avant bien sûr notre deuxième sujet de la semaine qui sera consacré au massacre de Boutcha, un crime de guerre attribué aux Russes. Serait-il en réalité une mise en scène? Les médias, quant à eux, sont bien vite convaincus du contraire. Immédiat numéro 390, c'est parti. Elon Musk, directeur et propriétaire de l'entreprise Tesla, spécialisée dans l'industrie spatiale et les voitures électriques, est entré par la grande porte au capital de Twitter, une décision qu'il a fait plébisciter par ceux qui le suivent sur la plateforme avant d'agir. Il leur a posé une question simple, Jean-Yves. Selon vous, est-ce que Twitter adhère rigoureusement au principe de liberté d'expression? Et la décision finalement de ses followers, qui sont nombreux, ils ont été plus de 2 millions à voter, eh bien la réponse était non à 70%. Il a donc décidé de prendre les choses en main et de s'emparer de 9% du capital de Twitter en faisant monter de manière ahurissante le cours de la bourse, le cours de l'action Twitter en bourse. Il intègre donc à cette suite le conseil d'administration de Twitter et devient le premier actionnaire de Twitter avec 9% du capital donc. Et Le Monde n'a pas tardé à sauter un petit peu sur l'affaire en lui inventant des rapprochements avec Donald Trump et des positions un petit peu sulfureuses comme ils le font à chaque fois qu'une nouvelle les embête finalement, Jean-Yves. Quelqu'un qui veut défendre la liberté d'expression, c'est forcément inquiétant pour les tenants du système politico-médiatique dominant, pour les tenants du politiquement correct dans tous ses aspects. Elon Musk, effectivement, a quand même été parfois un peu critique sur la politique vaccinale de l'ensemble des États occidentaux. Il a fait quelques tweets compréhensifs sur le convoi de la liberté. Il n'est pas tout à fait dans la ligne politiquement correcte. C'est probablement, au départ, c'est un libertarien. C'est un libertarien, un grand chef d'entreprise un peu excentrique, mais un libertarien. Évidemment, c'est pas la ligne actuelle de Twitter, qui est une ligne qui consiste quand même à censurer tout ce qui s'écarte un peu trop des convenances politiquement correctes du moment. J'imagine que vous vous rappelez surtout de Parag Agrawal, le nouveau PDG de Twitter, qui était anciennement le chef du service technique de Twitter, qui avait notamment en novembre 2020 expliqué « Notre rôle à Twitter donc n'est pas de rester attaché au premier amendement, mais plutôt donc l'amendement américain qui garantit la libre expression, mais plutôt de se concentrer sur le temps qui est comment le changement d'époque qu'on est en train de vivre et comment les choses ont changé. Donc ça va peut-être être une bataille finalement entre un défenseur actionnaire, premier actionnaire de Twitter, défenseur de la liberté d'expression, et finalement le conseil d'administration Twitter qui est composé de censeurs. Voilà, écoutez, c'est une affaire à suivre, en tout cas, ça va nous passionner, on vous en a déjà parlé, on vous en reparlera. On vous en reparlera avec plaisir. En attendant, on passe à notre premier sujet de la semaine, Jeremy Cohen, une affaire étouffée par les médias. Le 17 février, Le Parisien rédige un article succinct sur un piéton renversé par un tramway à Bobigny. Un piéton décède après avoir été heurté par un tramway. La mort du piéton anonyme est attribuée au fait qu'il aurait traversé les voies hors des passages piétons. Et nous apprenons, plus de 2 semaines après l'article, que le piéton en question, un homme de 31 ans nommé Jeremy Cohen, a été en réalité agressé par une quinzaine d'individus et qu'il a trouvé la mort en fuyant ses agresseurs. Jean-Yves, nous écoutons son père, Gérald Cohen, qui a décidé de prendre la parole auprès d'Éric Zemmour. Bonjour, je m'appelle Gérald Cohen, je suis le papa de Jeremy Cohen, qui a été lynché et assassiné le 16 février 2022.
Alors ce jour-là, mon fils est allé se promener à Bobigny. Il a été pris à partie à un moment donné, après par une quinzaine de personnes qui l'ont acculé dans un coin, au 180 avenue Jean Jaurès. Et là, ils sont mis et tous à le frapper, coup de pied, coup de poing. Ils l'ont mis en sang. Il y a quelqu'un qui filmait en même temps de la bande, il rigolait. Et il s'est écroulé et tombé complètement en sang parce qu'il a reçu tellement de coups de poing et de coups de pied. Qu'il ne pouvait plus se relever. Jérémy, dans un dernier effort de survie, je ne sais pas dans quel état il était, comme un boxeur qui a été massacré dans un ring, ou plus que ça, je pense que dans un ring on respecte des règles, là il n'y en a aucune. Et dans un dernier effort pour sauver sa vie, il a avancé et à ce moment-là, le tramway l'a percuté. On nous a dit en gros que c'était un accident de circulation, malgré ce qu'on nous avait dit, on avait un doute qu'il y avait un truc qui ne clochait pas, ni dans la manière dont Jérémy a été tué, ni... avec ce qu'on nous avait dit. Donc mes enfants, ils ont mis des flyers, plus de 800 flyers sur tout Bobigny. Et à partir de ces flyers-là, il y a eu des retours sur une adresse mail et sur un téléphone, dont une vidéo principale qui a été filmée, il semblerait, par un touriste. Et dans cette vidéo, on voit tout du début jusqu'à la fin, malheureusement, sur ce qui est arrivé à Jérémy. Cette vidéo a une double utilité. Tout d'abord, Jean-Yves, premièrement, elle mentionne les fameuses images de l'agression, de la mort de Jérémy, qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Et ensuite, finalement, elle rappelle que c'est le candidat Éric Zemmour qui a participé à lancer l'affaire médiatiquement, notamment avec un tweet du 4 avril. Les images de la mort de Jérémy Cohen sont glaçantes. La mort d'encore un de nos enfants et le silence assourdissant sur les faits depuis 2 mois me révoltent. Est-il mort pour fuir les racailles? Est-il mort parce que juif? Pourquoi cette affaire est-elle étouffé, Jean-Yves. Et ça nous amène finalement sur le terrain de la récupération, tous ces médias qui prétendent que Zemmour et Le Pen récupèrent cette affaire. Alors, en fait, la question, c'est de savoir s'il y a récupération d'un côté ou s'il y a occultation. Or, en fait, que s'est-il passé? Il y a un certain nombre d'événements. Cette affaire-là n'est que la dernière d'une longue série qu'avait d'ailleurs évoqué Éric Zemmour lors de son intervention au Trocadéro. Oui, avec ces vidéos témoignages. Avec les vidéos témoignages, donc de cas tout à fait nombreux, malheureusement, mais que les médias, en fait, veulent occulter. Parce qu'il y a 2 sortes en quelque sorte, de meurtres, ou d'homicide sans avoir eu au départ l'intention de donner la mort, peut-être. Il y a ceux que les médias traitent comme des faits de société et qui sont amplifiés, mis en avant parce qu'ils servent la propagande médiatique. Et il y a ceux qui sont occultés. Bon, typiquement, si ce Jérémy Cohen avait été pris à partie par une bande skinhead, ça aurait été un événement absolument majeur. Oui, là, il est pris à partie par des racailles, eh bien, on n'en parle pas. Or, pour le malheureux, le résultat est évidemment le même. Mais pour les médias, il y a un cas où c'est une bonne affaire. Vas-y Coco, on va en parler. Ça permet de faire avancer nos opinions, notre idéologie. Et dans l'autre, surtout, n'en parlons pas. Et si des hommes politiques ou des femmes politiques en parlent, c'est de l'horrible récupération. Oui, mais justement, en parlant de récupération, Libération titre « Mort de Jérémy Cohen, Éric Zemmour en pleine récupération ». Le Monde, l'extrême droite tente de faire de la mort de Jérémy Cohen un scandale d'État. Et ensuite, Le Figaro, des drames humains, il y en a chaque jour, ils ne doivent pas donner lieu à des manipulations politiques, quelles qu'elles soient. C'était les paroles d'Emmanuel Macron, qui pourtant s'était longuement ému de la mort, par exemple, de Michel Zecler, ce producteur de rap. Pas la mort, non, juste un petit tabassage. Ah oui. Oui, non. Un tabassage. J'exagère. Ah oui, j'exagère. non, peut-être un tabassage légitime, peut-être. Pas légitime bavure, ou condamnable, j'en sais rien, mais Ouais. en tout cas un tabassage. Alors là, c'était devenu l'affaire du siècle. Mais alors, ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que finalement, on n'est pas sûr que les médias aient occulté volontairement cette affaire. Ils auraient très bien pu ne pas avoir ces informations, tout comme la police ne les a pas eues pendant un certain moment, ce qui explique finalement le délai entre la première enquête qui a vite été résolue comme étant un accident sur la voirie, et ensuite cette enquête-là ouverte le 29 mars pour des faits d'agression ayant causé la mort involontairement. Oui, alors l'enquête a été ouverte le 29 mars, alors que
la justice et la police disposaient de la vidéo de l'agression depuis déjà 19 jours. Donc il y a eu quand même une certaine carence des autorités de police et des autorités de justice, puisque d'abord c'est la famille qui a fait l'enquête. Oui, c'est ce qu'il explique avec les tracts. Distribuant des tracts, c'est la famille qui a récupéré la vidéo, et la police et la justice ont mis ensuite 19 jours pour commencer à s'intéresser à l'affaire. Et aujourd'hui encore, les racailles n'ont pas été interpellés à ma connaissance, à moins que ça soit fait dans les... Et sans doute qu'on ne va pas se précipiter pour le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il renaclerait, Jean-Yves ? Pardon ? Pourquoi est-ce qu'il renaclerait, justement pour des raisons purement électorales. Ah oui. Pour des raisons purement électorales, puisque il est évident que le calendrier judiciaire est quand même calé sur le calendrier politique, parce que les juges ne sont pas indépendants, et qu'en toute hypothèse, le parquet, et en l'occurrence là, c'est le parquet qui agit, il est sous la direction immédiate du ministre de la Justice. Ouais, ça l'afficherait mal à la veille de la présidentielle. On écoute David Perrotin de Mediapart et Michel Taube de l'Opinion Internationale à ce sujet. L'enquête a suivi son cours. Rien n'a été caché. Des propos sont très graves. Parce qu'il y a des gens de bonne foi qui peuvent croire, qui ne connaissent pas un peu la mécanique médiatique. C'est-à-dire que la réalité, le Parisien, parce que le Parisien, quand il fait un article le 17 février pour évoquer un accident de tram, c'est parce qu'ils ont les informations de sources police et de sources RATP, c'est un accident de tram, ils n'ont pas d'autres éléments. Mais la réalité, c'est que le Parisien est en contact avec la famille. La famille va les voir, leur dit voilà, il y a des rumeurs selon lesquelles il y a une bagarre, etc. J'ai eu les journalistes de la rédaction du 93 qui disent on a enquêté, mais on n'a pas pu confirmer ces éléments parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Donc, en réalité, évoquer, c'est une théorie complotiste fumeuse à quelques jours du premier tour, mais c'est extrêmement indécent et extrêmement dangereux. Moi, j'aimerais dire une chose qui me scandalise. Hier, dans l'émission de Cyril Hanouna, qui a donné la parole au papa de Jérémy Cohen et à son avocat, on apprend que les faits datent du 17 février. Mais qu'a fait le procureur de la République entre le 17 février et il y a une semaine ? Pendant 1 mois et demi, ce sont les enfants de M. Cohen, la sœur et les frères du pauvre Jérémy Cohen, qui ont dû mener l'enquête. Mais qu'a fait la justice ? C'est extrêmement grave. Ça, c'est le premier problème. Perrotin est un excellent militant d'extrême gauche qui essaye d'expliquer qu'il n'y a rien eu. Or, en fait, les journalistes du Parisien, ils étaient en contact avec la famille et ils n'ont rien fait. Et donc, ils ont participé de l'omerta. Et les juges n'ont rien fait parce que les médias n'ont rien fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une forte interaction entre la justice et les médias. Et on écoute enfin, pour conclure, Arthur de Vatrigan sur le plateau de CNews au sujet du rôle important qu'ont joué les réseaux sociaux et Éric Zemmour dans cette affaire. Vous parlez de récupération politique, mais est-ce que se taire n'est pas une récupération ? Est-ce que le silence voulu par certains n'est pas une récupération politique ? Exactement. On est dans une société la question, c'est est-ce que l'enquête a été réouverte ? On est dans une séquence parce qu'on en parle ou pas ? Gigantesque. Est-ce que l'enquête a été rouverte parce qu'on en parle ? 2 jours avant, vous aviez Emmanuel Macron qui parlait de il n'y a pas de légitime défense, on n'est pas au Far West. On apprend moi je ne connaissais pas cette affaire qui date de février. On apprend qu'il y a une enquête qui a été réouverte. On apprend qu'elle a été médiatisée, que personne n'en avait parlé. La question c'est est-ce que l'enquête a été réouverte parce que ça a été médiatisé ? Et si les conséquences de l'enquête se terminent par agression antisémite ou un autre type d'agression, c'est-à-dire que sans le travail des réseaux sociaux, sans le travail du buzz médiatique, l'enquête n'aura pas été... Et de la famille. Alors, c'est très simple. Le jeu des acteurs est très simple. Il y a les acteurs qui camouflent. Justice, médias. Et il y a les acteurs qui sortent l'affaire. Il y a F de Souche, il y a Zemmour et il y a les réseaux sociaux. Voilà. Et après, l'affaire sort. Voilà. Donc plutôt que récupération, on voit l'importance des réseaux sociaux, l'importance du travail de De Souche et l'importance du travail politique derrière. Voilà. Donc pour en revenir à votre formule, du coup, c'est plutôt occultation et omerta que récupération politique. Occultation et omerta, et non pas récupération. Ou peut-être les deux, d'ailleurs. Voilà. Peut-être les deux. En attendant, on passe à notre revue de presse. Le parquet national des finances a rendu public hier sa décision d'ouvrir une enquête sur le cabinet McKinsey pour des faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Une décision qui ne peut que réjouir ceux qui demandent à ce que la lumière soit jetée sur les agissements et l'influence des cabinets de conseil au sein de l'appareil d'État. Je vous lis un article de Marianne. Affaire McKinsey, le PNF ouvre une enquête et la boîte de Pandore. Le parquet national financier a décidé de lancer une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. La décision a été prise le 31 mars et rendue publique le 6 avril. Le PNF préférant ces derniers jours ne, je cite, rien communiqué. Eh bien, selon une source proche de Marianne, il en allait de l'image et de la réputation du PNF que cette enquête soit ouverte, et c'est heureux qu'elle l'ait été. Cependant, on ne peut pas préjuger par ailleurs de son résultat. On sent qu'ils y vont quand même un petit peu à reculons, Jean-Yves, parce qu'ils y sont bien forcés par l'opinion publique. Ils vont beaucoup moins vite qu'ils n'étaient allés pour l'affaire des costumes de Fillon ou de l'emploi de Pénélope. Ah là, c'était roulé jeunesse. Beaucoup plus vite. Mais ils sont un peu tenus à y aller quand même, précisément, parce qu'on se souvient de l'affaire Fillon qui avait volé l'élection en 2017. Et donc, ils sont obligés de faire quelque chose ou de faire semblant de faire quelque chose. Voilà. Ce qui est intéressant quand même aussi de voir, c'est qu'il n'y a pas, pour le moment, de poursuite du patron de McKinsey France, qui a pourtant été parjure devant le Sénat, puisque devant le Sénat, il a dit deux choses. Il a dit « Nous sommes assujettis à l'impôt en France », ce qui est exact. Mais il a dit, dans la phrase d'après, « Nous payons des impôts en France ». Or, il ne paye pas d'impôts en France, puisqu'il paye zéro impôt. Oui, impôt et sur donc, la société. Il y a eu là, alors qu'il intervenait sous serment, il y a eu là parjure, et il y a déjà eu par le passé des condamnations, notamment des condamnations d'un professeur de médecine qui avait été un peu imprécis sur ces conflits d'intérêts possibles et qui a été condamné alors que on pouvait lui reprocher davantage une imprécision qu'un mensonge, ce qui n'est pas le cas s'agissant du patron de McKinsey France, qui pour le moment est à l'abri d'une poursuite pénale. Ça, c'était l'affaire Aubier, donc ? C'était l'affaire Aubier, absolument. Aubier, d'accord, très bien. Alors, ce que vous dites là finalement, c'est que peut-être que les chefs d'accusation sont un petit peu maigres par rapport à ce que la réalité nous montre. Finalement, on aurait pu penser à une poursuite pour prise illégale d'intérêt, justement, entre les différents liens qui se font entre la Macronie et les cabinets de conseil, comment sont alloués ces marchés publics, etc. Il y a des questions quand même à se poser tout de même. Oui. Et puis de détournement de fonds publics, notamment avec la question des copier-coller entre les diaporamas donnés à l'Australie, puis recyclés et traduits en français, etc. Une manière de faire payer aux contribuables français finalement des pages de diaporamas à prix fort. Donc... est-ce que c'est trop faible comme inculpation ou est-ce que c'est le début, finalement, de la chute du château de cartes ? Ça dépend. Si Macron n'était pas réélu, l'affaire pourrait prospérer. S'il était réélu, je pense que le parquet national financier ne déboucherait pas sur grand-chose. Terrible augure, Jean-Yves, terrible augure. Oui, terrible, oui. Bien entendu, il faut faire confiance à la justice de notre pays. Vous êtes bien conscient de cela. Surtout au parquet national financier. J'ai une formule un peu rude. On reconnaît un imbécile à quelqu'un qui déclare « Je fais confiance dans la justice de mon pays ». Vous y allez fort pour ce début de revue de presse, Jean-Yves. On passe tout de suite donc à un documentaire nommé « Histoire d'une idée mortifère » réalisé par Thomas Zribi et diffusé par la chaîne parlementaire qui traite du grand remplacement. Il nous faut cependant certainement revenir sur ce contenu complètement à charge qui diffame encore une fois Renaud Camus, dont on parle souvent sur cette émission, et qui travestit ces concepts. Je vous en montre un extrait quelque peu glaçant et extrêmement effrayant. Le remplacement, c'est une idée qui est en fait une représentation raciale et raciste du monde, qui ne repose pas sur des faits scientifiques objectifs, mais qu'on va retrouver partout, repris par des hommes politiques, repris dans des médias. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le remplacement. Pendant les années de nazisme, les Juifs concentrent la haine de l'extrême droite européenne.
Un petit village surplombé d'un château du XIVe siècle. Le maître des lieux y a installé son atelier de peinture, à côté de la pièce principale, où il écrit ses livres. Renaud Camus, 75 ans, condamné pour provocation à la haine, est un homme prudent qui demande à son assistant de filmer notre rencontre. Cette vision du remplacement d'une population par une autre est contredite par les études scientifiques. Mais pour lui, la science n'est qu'un détail. Quand on regarde la dernière année, il y a eu 109 000 immigrés de plus. 109 000 sur une population de 67 millions d'habitants. Vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? La grande nation, crainte dans toute l'Europe et le monde entier, est devenue, par un retournement incroyable, l'arme de destruction de la nation et de l'asservissement de son peuple. Il y a eu depuis 2017 8 attentats déjoués, 6 qui étaient organisés par des cellules, des groupes, et 2 qui étaient des démarches individuelles terroristes. Alors là, on a tout. On a tout, évidemment, sur fond public. Une émission qui va être diffusée 2 fois, qui est diffusée à 2 reprises, qui est promue par tous les médias subventionnés, et qui est vraiment un combo de désinformation. Je ne sais pas par où commencer, tellement il y en a. Alors d'abord, il y a toute une série d'amalgames. Il y a le point Godwin dès la 6e minute. Oui. Dès la 6e minute, là, vous avez droit à la croix gammée, qui n'a rien à faire là-dedans. Et puis, vous avez les personnages qu'on vous présente comme des scientifiques. Alors, l'historien, vous savez qui c'est l'historien? Les experts, l'historien, c'est monsieur Nicolas Lebourg. C'est un militant d'extrême gauche qui a commencé sa carrière et qui la continue chez les Antifa et qui se part d'une apparence pseudo-scientifique comme spécialiste, entre guillemets, de l'extrême droite. C'est un militant d'extrême gauche. Vous avez monsieur Lebras. Monsieur Lebras est un désinformateur de la démographie. Je vais vous donner juste un fait. Il dit 109 000 immigrés. On ne va pas contester son chiffre, on va simplement expliquer comment il le calcule. C'est un solde. C'est-à-dire que 109 000, c'est la différence, selon lui, c'est en dessous de la réalité, mais selon lui, ce qu'il ne dit pas, entre les étrangers qui rentrent et les Français qui sortent. Voilà. Mais ça, il ne le dit pas. Et puis, il y a évidemment le procédé malhonnête qui consiste à parler du grand remplacement, qui est le terme, le constat de M. Camus, sans inviter M. Camus. On le prend un temps... Il a été invité. Il a eu un entretien. Mais pas en plateau. Pas en plateau, donc il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qui a fait l'objet d'un savant découpage. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, il y a l'ambiance. Alors il y a le choix des mots, le maître des lieux, il y a le son qui fait peur, le choix des images inquiétantes. Des images en filigrane. En filigrane, voilà. C'est de la pure propagande. C'est de la pure propagande sur fond public par la chaîne parlementaire, la chaîne de l'Assemblée nationale. Bon, évidemment, la chaîne de l'Assemblée nationale, c'est les équipes de La République En Marche qui sont aux manettes. Et donc, ça fausse le débat électoral, puisque ça intervient contre un candidat, on va dire, contre Zemmour. Voilà, on le voit apparaître. C'est de la propagande électorale financée sur fonds publics de manière parfaitement malhonnête, quoi. D'ailleurs, c'est encouragé par le reste des médias. Et encouragé par le reste des médias. Libération, Le Monde, Slate, bon, c'est pas du service public, mais ce qui est quand même intéressant, l'exercice que je vous invite à faire si vous avez un petit peu de temps, c'est regarder, du moins des extraits de ce documentaire, et ensuite regarder l'entretien complet filmé par Renaud Camus, comme il l'explique là, dans le documentaire, qui dure 1h30, et qui n'est pas du tout aussi
Enfin, c'est pas le paranoïaque angoissé et narcissique et anti-science qui est présenté. C'est un homme de lettres assez affable. Si je puis me permettre de faire une observation à Renaud Camus, il a très bien fait de tout filmer. Par contre, il est extrêmement imprudent d'accepter de parler longtemps quand on sait qu'ils ne garderont que 3 minutes. Il faut leur demander combien de temps ils vont garder et accepter de parler, 2 fois le temps. Voilà. Sinon, ils font ce qu'ils veulent. Tous les montages que vous voyez, eh bien, c'est des sélections d'images. Voilà. Mais il a bien fait de contre-filmer. Bien, justement, Jean-Yves, en parlant de Renaud Camus, ce week-end se tenait le colloque annuel de l'Institut Iliade, dont vous êtes un des fondateurs et il en était un des invités phares, je lis donc Renaud Camus. L'Express y a même dédié un article qui, étonnamment, je trouve, n'est pas aussi cinglant et diffamatoire que ce à quoi vous auriez pu vous attendre, Jean-Yves. Bon, c'est un article qui prend le colloque sous un angle assez électoral, on va dire, ce qui n'était pas l'esprit général, mais c'est vrai que le thème général, c'était restaurer le politique, identité, souveraineté sacrée. Donc, bon, la journaliste a pris un angle un peu politique, électoral, en focalisant notamment sur Renaud Camus, qui était loin d'être le seul intervenant, puisqu'on a eu aussi Alain Benoît, Maffezoli, Couteau, David Engel, c'est beaucoup d'autres, mais c'est vrai que Camus a traité un sujet tout à fait central, ethnos et police, on ne remplace pas un peuple, et il a même employé un mot tabou, voyez-vous, Camus, il a même employé le mot race, qu'il a défini de manière très, très littéraire, parce que Camus est un écrivain, avant d'être c'est pas un théoricien, c'est un écrivain, mais Camus a quand même déplacé un peu la fenêtre d'Overton du politiquement correct, à la plus grande satisfaction, je dois dire, du public, extrêmement nombreux, puisque la maison de la chimie était pleine à la fois dans les très belles salles, dans la très belle salle où se tenaient les conférences, et puis aussi dans les salles annexes où se tenaient les ventes de livres et les expositions. D'accord. Est-ce qu'il y aura des rediffusions? Alors, tout ça va être mis en ligne sur le site de l'Iliade. Ça a commencé à être mis en ligne sous 2 formes. La forme écrite des interventions et la forme vidéo. Mais tout cela se fait au fil de l'eau, si je puis dire. On peut effectivement trouver tout cela sur le site de l'Institut Iliade. Ok, merci Jean-Yves. Et donc, y compris l'intervention de Camus. Je ne crois pas qu'elle soit encore en ligne, mais elle va l'être très prochainement. Vous gardez certainement le meilleur pour la fin. Nous restons dans les thèmes de cette revue de presse, Jean-Yves, avec une autre histoire de diffamation, et cette fois, c'est le journal Le Monde qui en est l'auteur, et le site F de Souche, la revue de presse donc, la victime. Dans un article, je cite F de Souche, dans un article du 31 mars 2022 du Monde intitulé « Brigitte Macron, itinéraire d'une infox délirante », le journaliste Simon Offray met gravement en cause le site F de Souche, en publiant « Le site F de Souche écrit le 1er novembre, il apparaît possible que le frère de Brigitte Macron, un certain Jean-Michel Trogneux dont on ne sait quasiment rien, soit en fait la véritable identité de Brigitte. Pierre Sautarel, un des principaux gérants du site, dément dans la foulée en disant que ça n'a jamais été publié sur F de Souche. Quoi que vous pensiez de l'affaire de Jean-Michel Trogneux, finalement, de facto, ce n'est pas ce qu'a écrit F de Souche. Et finalement, on a eu droit à une petite rectification, Jean-Yves, une humble rectification de la part du journal Le Monde. Alors, le principe du site de Souche, c'est de ne mettre en ligne que des informations sûres et vérifiées. Bon. Ça n'est pas le cas de la controverse autour de ce qu'on appelle l'affaire Jean-Michel Trogneux, qui serait l'antécédent, peut-on dire, de Brigitte Trogneux. Donc, ça n'a jamais été repris sur le compte de F de Souche. Donc, c'est évidemment parfaitement malhonnête de lui attribuer ce qu'il n'a pas dit. Oui. Et donc, dans une volonté, en fait, d'amalgame, là aussi, où on mélange, l'objectif est quand même de mélanger des sites un peu, ou des affirmations peut-être un peu légères, avec
un site qui, au contraire, est très soucieux, comme Hebdo de Souche, de la certitude ou de la quasi-certitude de ces informations. Alors, Le Monde s'est rattrapé après en disant « Mais non, mais c'était un commentaire ». Sauf qu'en l'occurrence, le ton n'est pas du tout celui d'un commentaire. Puisque un commentaire, en général, on sait comment c'est, on affirme. C'est incisif, c'est on affirme, c'est incisif, on n'explique pas, est-ce que peut-être que ça serait-il pas comme ça, voilà, ça c'est pas du commentaire. Oui. On couvre un mensonge avec un autre, finalement. Voilà, on couvre un mensonge avec un autre, et avec l'argent public, puisque Le Monde est subventionné, je le rappelle. Concluons désormais, si vous le voulez bien, cette revue de presse avec une image semblable à notre image de la semaine du numéro précédent. Nous vous disions justement qu'aucun média français ne remettait en cause la sanité d'esprit du président américain Joe Biden, malgré ses nombreuses absences et ses propos incohérents en public. Un autre exemple vient étayer ce constat, Jean-Yves. C'est celui des retrouvailles à la Maison-Blanche entre Joe Biden et Barack Obama, qui est présenté dans la presse française comme de chaleureuses retrouvailles à la Maison-Blanche. On les voit se bidonner ensemble. Barack Obama et Joe Biden réunis à la Maison-Blanche ensemble. On fait état de la petite blague entre Barack qui dit « vice-président Biden » et puis Biden qui dit « président Barack ». C'est très drôle, c'est charmant. Je vous laisse regarder une petite vidéo qui montre l'envers du décor. Oui, la scène met mal à l'aise en fait, parce qu'on voit que ce pauvre Biden, il est complètement à l'ouest. Remarquez, pour le chef de l'OTAN, est à l'ouest, c'est un peu normal. Mais franchement, là il y a quand même un vrai sujet, quoi. Parce qu'il y a une procédure aux États-Unis, je rappelle, qu'on appelle l'impeachment, l'empêchement. Qui vise à retirer le pouvoir à quelqu'un qui n'est plus en état de l'exercer. On peut craindre que ce soit le cas de Joe Biden. Alors pourquoi l'État profond américain le laisse en place ? Je ne sais pas, puisque manifestement ce sont d'autres que lui qui exercent le pouvoir aujourd'hui à Washington. Là, on ne voit pas tellement sa sénilité en tant que telle, mais on voit qu'il est un petit peu ostracisé dans sa propre maison. Dont il n'est pas normalement dans une réception. Les gens se concentrent autour du patron. Et là, les gens se concentrent autour de Kamala Harris et de Obama. Et ce pauvre Biden est tout seul, il a l'impression d'être tout seul. Barack, puis l'autre. Enfin, honnêtement, ça a brisé le cœur, Jean-Yves. Pour un sénateur du Delaware, un ancien sénateur du Delaware, c'est une triste fin. C'est une triste fin. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, qui est beaucoup moins léger, cette fois, le massacre de Boutcha attribué aux Russes. Les terribles images de Boutcha, ville ukrainienne proche de Kiev, émeuvent la presse mondiale, et pour cause, des dizaines de corps ont été découverts dans les rues de la ville et dans une fosse commune improvisée. Ces crimes de guerre, finalement, Jean-Yves, ont été attribués aux forces russes qui étaient dans la ville jusqu'à la début avril. Le premier bilan est estimé à un petit peu moins d'une centaine de morts. Je vous laisse regarder une vidéo du Monde. Все, я прихожу, а эта женщина говорит: Тань, иди посмотри, может в подвале там 2 трупа лежит, может твой муж там. Ой, ребят, прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам, и он бедненький лежал, уписанный. И, короче, лицо изуродоване. Що це ніякі там якісь поліцейські дії, це звичайні рашисти-фашисти, і це нелюді, які просто вчиняли злочини проти цивільних людей, гвалтували, вбивали. Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей?
Massacre à Boutcha, peut-on parler de génocide en Ukraine, titre Le Figaro. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine va commettre bien d'autres Boutcha, selon l'Express, et encore un autre article de l'Express, plus grand criminel de guerre de notre époque, en parlant de Vladimir Poutine. Le démenti russe ne s'est pas fait attendre, Jean-Yves. Massacre de Boutcha, Poutine dénonce une provocation grossière et cynique de l'Ukraine, et donc essaye tant bien que mal de convoquer une session extraordinaire de l'ONU pour s'expliquer sur ces faits qui lui sont attribués. Jean-Yves, où on en est de la polémique? Est-ce que c'est de la propagande ukrainienne? Est-ce que le Kremlin a raison? Honnêtement, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est. D'ailleurs, d'abord parce que dans toute guerre, surtout à notre époque, il y a des morts, enfin même de toute époque, il y a des morts civiles. Dans toute guerre, il peut y avoir des crimes de guerre. Voilà. C'est possible. Donc il est possible, il est même probable que dans cette guerre, il y ait des crimes de guerre russes. De même qu'il est possible, voire probable, qu'il y ait aussi des crimes de guerre ukrainiens. On a vu les scènes d'Ukrainiens susceptibles d'avoir collaboré avec l'armée russe, attachés sur des poteaux, etc. Bon, ce qui est moins grave que d'être tués, mais c'est quand même un peu le même esprit. Donc, dans la guerre, il y a la guerre, les armes. Dans la guerre, il y a la guerre de communication. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit de l'article du Monde, de l'image du Monde, c'est de la communication ukrainienne, avec au départ par l'émotion de cette pauvre femme qui a perdu son mari, et puis après on enchaîne sur les affirmations du gouvernement ukrainien, qui sont peut-être vraies, qui sont peut-être aussi à des fins de propagande. De leur côté, les Russes on y est en disant mais les Ukrainiens sont arrivés et ils n'ont rien trouvé, ce n'est que 2 jours après qu'on en a parlé. Enfin, il y a une contre-argumentation russe qui est peut-être vraie aussi, mais qui est en l'état, c'est difficile de savoir. Moi, si vous voulez, ce qui m'a frappé, je vous l'ai déjà raconté, je l'ai déjà dit à ceux qui nous regardent, j'ai visité il y a quelques années le Château d'Eu, en Normandie, dans le Château d'Eu, il y a toute une bibliothèque sur les livres sur les crimes de guerre allemands pendant la Première Guerre mondiale dans la partie de France qu'ils occupaient. Et donc, il y a des rayonnages entiers. Dedans, il y a sûrement de vrais crimes de guerre, et puis il y a beaucoup de propagande de guerre. Il y a toujours de la propagande de guerre. En tout cas, la version du Kremlin est remise en question par des images satellites dénichées par le New York Times, en l'occurrence. Bon, après, il faut voir, il faut prendre du recul et attendre que les choses se fassent, qu'il y ait une commission d'enquête indépendante pour résoudre toute cette affaire. Il y a certains internautes et certains experts qui se demandent si ce ne serait pas une nouvelle mise en scène, un nouveau massacre de Timișoara, par exemple, en Roumanie, etc. Alors, peut-être une remise en contexte, Jean-Yves. Oui, alors, nous n'avions pas évoqué, lors de ce que nous avons consacré aux bobards de guerre, où nous avons parlé de Kuwait City, des armes de destruction massive, du génocide des Albanais du Kosovo, enfin bref, on n'avait pas évoqué une autre affaire qui était une affaire plutôt de politique intérieure en même temps qu'internationale, qui est l'affaire de Timișoara, qui a été un élément essentiel du renversement de Ceausescu en Roumanie en 1989-90, où là, on avait parlé d'un charnier de plusieurs milliers de morts à l'époque. 4600 morts, il me semble. Et il s'est avéré que c'était un montage, là aussi, et qu'on avait déplacé des cadavres qui n'avaient aucun rapport avec les événements politiques pour créer une espèce d'émotion internationale. C'est à l'époque contemporaine l'une des premières grandes manipulations. Alors, les médias français ont tout de suite tranché que non, ça n'avait rien à voir entre Timișoara et aujourd'hui. C'est peut-être vrai avec les nouveaux moyens technologiques, etc. Je vous propose d'attendre un petit peu. Je crois qu'il faut vraiment être prudent.
Il faut vraiment être prudent, se garder de trancher dans un sens ou dans un autre tant qu'on n'a pas une information très vérifiée. Mais donnez les deux versions au moins. Mais donnez les deux versions dans les médias. Voilà, donnez les deux versions. Jean-Yves, avez-vous un petit coup de chapeau pour terminer avec cette émission? Oui, cette émission. Comme tous les 2 mois, j'ai le petit coup de chapeau classique pour la revue Éléments. Avec une couverture choc avec Depardieu, un très bel article de François Bousquet sur ce géant du cinéma français et une interview très intéressante que Depardieu a accepté d'accorder à François Bousquet parce que il avait apprécié l'article, non pas parce que l'article est élogieux, mais parce que l'article est talentueux. Voilà. Et puis c'est une manière d'évoquer aussi l'affaire de l'Ukraine. C'est un point de vue avec un peu de recul géopolitique. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a aussi une interview de Sylvain Guggenheim, qui est un grand historien médiéviste, sur les derniers païens d'Europe, en l'occurrence, puisque le paganisme s'est poursuivi dans les pays baltes jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et donc, on a un éclairage, là, historique, de Guggenheim, qui est un historien tout à fait important, puisque vous savez que son livre Aristote au Mont-Saint-Michel avait là aussi soulevé une certaine controverse dans le milieu universitaire, qui fait aujourd'hui référence. Mais qui aujourd'hui fait référence. La thèse étant que le savoir grec est arrivé en Europe indépendamment de l'Espagne et de l'Espagne musulmane, à travers notamment Byzance et Venise. Merci beaucoup Jean-Yves, merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Je vous invite à l'aimer, la commenter, la partager autour de vous, comme d'habitude. Nous avons mentionné l'affaire McKinsey, nous avons dédié une émission entière à ce sujet, vous pouvez la retrouver dans nos vidéos, et puis également une émission, Jean-Yves, au Bobard de guerre, que Jean-Yves a mentionné en fin d'émission. Vous pouvez la retrouver aussi. En attendant, à la semaine prochaine, et merci à tous.